Hey, it's Ray Allen, and welcome to the Hoopcast. I gotta go another level. I'm leaving the building. Push it up for the win. Yeah, baby, that's humanly impossible. Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 143 du Hoopcast. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour votre dose hebdomadaire de NBA. À mes côtés cette semaine, à ma gauche tout d'abord et comme toutes les semaines, c'est Georges. J'ai dit bonjour Georges. Bonjour et bravo, c'est la classe d'avoir Ray Allen pour présenter Hoopcast. C'est vrai qu'on va le revoir, Ray Allen, en plus dans cet épisode. À ma droite, Fred Schfecker est de retour. Bonjour Fred. Bonjour messieurs. Bonjour Fred. On est entouré de shooters entre Ray Allen, Georges. C'est vrai. Ça tire de loin là. Hein. C'est vrai. Fred Schfecker, journaliste pour Beansport. Donc merci d'être encore avec nous en remplacement de Jérémy qu'on salue à Los Angeles puisqu'il est à LA. Monsieur se fait plaisir. Au programme de la semaine, du très lourd, des triples-doubles dans tous les sens. Kevin Love en feu, Kevin Martin à la retraite et Evan Fournier un peu frustré. La NBA abuse-t-elle du tir à 3 points? Ce sera le débat de la semaine. Et puis direction ensuite le Power Ranking pour les forces en présence de la NBA. C'est parti pour un nouveau Hoopcast. Sizing up Anderson, long three. Kyrie Irving. Il ne s'arrête plus. 3 triples-doubles de suite pour Russell Westbrook, 2 pour LeBron James cette semaine. En fait, messieurs, on nous a menti. Apparemment, c'est hyper facile de faire un triple-double. C'est simple, en fait. Pourquoi on s'est pris la tête toutes ces années là, ça a l'air facile, ils n'arrêtent pas d'en faire. Ou alors, est-ce qu'on assiste quand même à quelque chose d'exceptionnel, Fred? On a beaucoup parlé de Russell Westbrook dans cette émission la semaine dernière. Et c'est vrai que même si on disait est-ce qu'il faut le prendre ou pas dans notre équipe, ça reste quand même un joueur exceptionnel. Et il le prouve match après match en enchaînant ses triples-doubles. Alors après, ça ne donne pas toujours des victoires pour OKC. Mais sur le plan individuel, en tout cas, c'est un monstre aujourd'hui, comme on en a presque jamais vu en NBA. Il faut remonter à Bigot, à Oscar Robertson, pour voir un joueur autant dominer, avoir une palette si complète dans le jeu de manière si régulière sur une saison. Oui, il est en train de redevenir celui qui fait un triple-double sur la saison. Après 18 matchs, il est au-dessus de 10 dans les 3 catégories majeures, comme Oscar Robertson a fait en 62. La grande question, c'est est-ce que c'est possible de faire toute une saison dans le basket moderne à ce niveau? Après 18 matchs, il le fait. Donc, on se dit que pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, c'est que des joueurs comme LeBron James ou comme Russell Westbrook, ce sont les créateurs de leur équipe. Donc, quand ils ont beaucoup le ballon en main, eh bien après, à eux de faire les bonnes décisions et après d'avoir des coéquipiers, par exemple, qui mettent dedans pour avoir des passes décisives. Mais vu que ce sont eux, en général, qui vont prendre les intervalles, qui vont prendre les tirs, qui vont également être présents au rebond, eh bien ça aide après à pouvoir faire les triples-doubles. On voit les stats, 45 triples-doubles pour chacun, mais surtout ces stats assez hallucinantes cette saison. 23, 9, quasiment 10, allez, pour LeBron avec 8,4 rebonds. Alors ça a été inversé, je crois qu'il est à 8,7 rebonds, non ? Bon, bref, un triple-double de moyenne pour Russell Westbrook, ça c'est le plus important. Est-ce qu'il peut tenir ce rythme? On s'était déjà posé la question un peu plus tôt dans la saison. Là, il y est en tout cas. C'est ça, et c'est pour ça qu'il faut commencer à y croire un peu plus. Ça paraissait impossible, vu le fait que c'est devenu beaucoup plus physique, les défenses sont plus dures, les enchaînements, même si les voyages sont dans le grand luxe, quand on fait 4 matchs en 5 jours, imaginez faire des triples-doubles chaque soir, ça paraît vraiment infaisable. Mais honnêtement, Westbrook et LeBron James m'impressionnent. Ils m'ont toujours impressionné, mais je crois que cette saison, encore plus. Est-ce qu'il peut le faire, Fred? Il peut le faire, il en a la capacité, c'est le go-to guy de cette équipe d'OKC, donc c'est lui qui a tous les ballons, c'est lui qui est le métronome de cette formation. Après, il va falloir voir si à un moment, eh bien, on ne sera pas tenté du côté d'OKC de le mettre un petit peu au repos, de le faire un peu souffler sur certains matchs aussi, pour lui redonner un petit peu d'énergie. Comme disait Georges, le calendrier reste encore compliqué donc, au niveau du rythme, de la cadence. Donc il faut voir également physiquement s'il arrivera à tenir toute cette saison. Puis bon, c'est quand même un joueur qui, certes, est éblouissant. On va encore dire que je tape sur Russell Westbrook, mais c'est un joueur qui est certes éblouissant sur ses triples-doubles, mais qui perd quand même 5 ballons par match, presque 6 ballons par match. Oui, mais donc, il joue tous les ballons, c'est normal. C'est pour ça, il a tous les ballons. Donc c'est le rapport qui est important. Et puis, encore au-delà de ça, on a beaucoup parlé, par exemple, d'un Dennis Rodman qui était très intelligent au rebond, qui n'avait pas forcément la taille pour être un grand rebondeur, mais qui a été un excellent rebondeur parce qu'il avait l'intelligence du rebond. Ça prouve également l'intelligence de joueurs comme LeBron James, comme Russell Westbrook, comme James Harden également, capables, malgré leur petite taille, d'être très présents dans ce secteur du rebond. Puis Westbrook, il vient en chercher de nulle part. Oui. Il y a certains rebonds qu'il vient chercher. Oui, et il fait 1m90. Ouais, en fait, il est un joueur à qui il faut comparer Westbrook, et personne n'en parle. C'est un joueur qui s'appelle Fat Lever,
qui a fait énormément de triple-double avec l'équipe de Denver à une certaine époque. Et lui aussi faisait à peu près 1m90. C'était un meneur deuxième arrière. Et on se demande, mais comment ils font pour tourner à plus de 10 rebonds par match avec cette taille et en jouant aussi loin du panier? C'est parce qu'ils reniflent les rebonds, ces joueurs-là. LeBron, donc, n'est pas tout à fait un triple-double de moyenne, mais est-ce qu'il n'est pas plus impressionnant au final parce que lui, il a carrément pas l'air de forcer. Autant Westbrook, il est partout, il va chercher tous les ballons. Autant l'autre, il est le troisième scoreur de son équipe quasiment régulièrement. En tout cas, il est derrière Love et Irving. Tant Il mieux. a l'air d'être vraiment facile. Quand on voit le roster de Cleveland, et qu'à côté vous mettez le roster d'OKC, eh bien vous comprenez qu'il y en a un qui a besoin d'un peu plus donner dans ses matchs et l'autre qui a besoin, qui n'est pas forcément obligé de forcer toutes ses actions pour avoir presque un triple-double de moyenne. Il le fait depuis plusieurs années maintenant, LeBron James. Même quand il était à Miami, il avait également des statistiques proches des triple-doubles. Ça ne l'a jamais empêché d'aller loin, d'aller remporter les titres parce que Russell Westbrook, aujourd'hui, ce qui lui manque clairement, c'est un titre pour vraiment valider Georges, est-ce qu'il n'y a pas la domination. tentation pour LeBron de dire allez, je mets un petit coup d'accélérateur cette année? Tu le disais, Fred, il a toujours été dans les 23, 8, 8. De dire je monte un petit peu le niveau parce que ça, c'est quand même aussi une sacrée manière de rentrer dans l'histoire pour lui s'il le fait. Non, je pense qu'il a un tel QI basket. Il se rend compte qu'il a commencé au plus haut niveau à 18 ans et chaque saison, il a porté son équipe, Cleveland ou Miami, sur les épaules. Et ça use, comme ça a déjà usé Kobe Bryant. Et il se dit, j'arrive, j'ai plus de 30 ans, ça serait plus intelligent de laisser les plus jeunes comme Kyrie Irving ou des joueurs ambitieux comme Kevin Love porter le scoring. Et moi, je vais remplir les brèches. Et c'est ce qu'il fait parfaitement avec une intelligence incroyable. Et je trouve que Cleveland est plus fort que l'année dernière grâce à ce partage de responsabilités et grâce au niveau plus élevé de Kyrie Irving et Love. Et puis attention également, jurisprudence Golden State qui a voulu rentrer dans l'histoire la saison dernière et qui s'est écrasé au moment des finales. Là, LeBron James, il rentrera peut-être pas dans l'histoire en ayant une moyenne en triple-double, mais il peut encore aller chercher des titres. Ils auront deux gros tests qu'on pourra d'ailleurs suivre sur beIN Sport cette semaine, face aux Clippers et face à Chicago, cette équipe de Cleveland. Là, c'est encore en up-tempo, ça monte encore d'un cran pour les Cavaliers cette semaine. Allez, justement, on va enchaîner sur Cleveland. Il était contesté un petit peu à un moment pendant ses premières semaines, premiers mois à Cleveland. Kevin Love, maintenant, tourne à plein régime. On va voir ses stats dans le premier quart-temps. 34 points contre les Blazers, 11 sur 14, 8 sur 10 de loin. Record NBA dans un premier quart. Deuxième meilleure marque sur un seul quart-temps, puisqu'il y a Klay Thompson qui a fait 37. Messieurs, lui aussi, il est quand même en train de passer une dimension supplémentaire. Georges, tu le disais, c'est aussi pour ça que les Cavaliers sont meilleurs. Il en plante 27 contre Dallas derrière, 25 contre Philadelphie. Il est plus que jamais épanoui, Kevin Love, quand même. Oui, il a enfin compris son rôle. Il est bien physiquement, il est en pleine confiance. LeBron le met en confiance parce que par le passé, les deux hommes étaient un peu comme ça, les deux alpha mâles, comme on dit aux États-Unis. Ben, alors, il faut préciser deux choses. Klay Thompson, en mettant 37 points, n'a pas raté le moindre tir. Il a fait 100%. C'était un peu plus fort. Love, il commence avec un 8 sur 8 à 3 points. Après, il fait plutôt des shoots à 2 points. Et après, il arrête plus ou moins de jouer. Moi, j'aurais bien aimé le voir aller taquiner le record de 13 paniers à 3 points dans un match conquis plus tôt cette saison par Stephen Curry. Quand on fait 8 sur 8 à 3 points après 8 minutes, là, il faut se mettre en tête. Oui. C'est mon jour. C'est mon jour. Donc le mec est en feu et Georges le traite de petit bras. Non, mais la différence, c'est que Steph Curry, c'est le patron de l'équipe. Donc il peut faire ce qu'il veut. S'il veut en prendre 30 des tirs à 3 points, il en prendra 30. Kevin Love, s'il prend 30 tirs à 3 points, à un moment, il y a LeBron et Kyrie Irving qui vont taper sur l'épaule. Il n'aura pas besoin de 30. Quand tu commences à 8 sur 8, il suffit qu'il fasse 6 sur 10 par la suite. Dans l'idée, s'il prend vraiment trop le match à son compte, parce que dans ce match-là, il faut quand même rappeler que LeBron James termine en triple-double avec 31 points, Kyrie Irving termine avec 20 points. Donc certes, il fait un énorme premier quart-temps, mais Cleveland est également capable de bien faire circuler la gonfle pour pouvoir mettre en confiance toutes ses stars. Mais je persiste, il a manqué d'ambition ce jour-là. Parce que ce genre d'opportunité ne se présente pas très souvent dans une carrière. Kevin Love est à 22,3 points et 10,7 rebonds cette saison. L'an dernier, il était à 16 points et 9,9 rebonds. Donc il y a une vraie progression. Kyrie Irving est passé de 19,6 à 24,8 au niveau des points marqués. Donc il y a vraiment quand même un élan autour de LeBron James. Et tu le disais, Georges, il y a une vraie progression. Et ce groupe, il est quand même assez terrifiant maintenant, ce Big Three là. Oui, Tyronn Lue a prolongé son contrat. Donc lui, il est sécurisé. J.R. Smith, in extremis, a re-signé avec Cleveland.
Donc, honnêtement, cette équipe a un vécu collectif impressionnant, peut-être même un peu plus que Golden State, parce que, bon, Durant, même s'il s'est adapté rapidement, il n'est pas là depuis très longtemps, tout simplement. Donc, bon, pour le moment, je pense que Cleveland doit être considéré un peu plus comme favori pour être champion, mais ça peut encore évoluer dans les prochaines semaines. C'est une machine qui est bien huilée, c'est vrai que ça fait du bien. On est content, en tout cas, pour Kevin Love qui revienne à ce niveau-là, parce que là, il ressort des statistiques comme il pouvait faire dans les grandes années à Minnesota, où on parlait de lui Tout comme en gagnant des matchs, mais voilà, c'est ça la différence. change. C'est qu'il est quand même mieux entouré que du côté des Wolves. Et on parlait de monsieur double-double de la NBA pour Kevin Love quand il était chez les Wolves. Là, pour le coup, il fait des doubles-doubles, il fait dans le cas des gros matchs. Et en plus, il est bien accompagné. Et en plus, il gagne. Et en plus, il remporte des titres. Donc c'est vrai que pour lui, c'est vraiment tout bénef après, effectivement, des premières années à Cleveland où c'était un peu compliqué pour lui. On va dire un mot sur une petite retraite parce que c'est dans l'actu aussi. Kevin Martin a annoncé qu'il quitte les terrains. Je sens que ça fait plaisir à Fred là, qui est chaud bouillant sur Kevin Martin depuis qu'on était au maquillage. 33 ans, il a joué pour 5 équipes. La dernière, c'était les Spurs l'an dernier. On va voir ses stats en carrière à Kevin Martin. Il tournait à 17,4 points par match, 3,2 rebonds, 1,9 au niveau des passes décisives. Et donc, selon Pro Basketball Reference, il a 0,1% de chance d'aller au Hall of Fame. Messieurs, que retenez-vous de la carrière de Kevin Martin? Bon, son tir... on va dire peu orthodoxe, si on veut être gentil. On tire-bouchon, Voilà. complètement tordu dans tous les sens. Ça partait de très très bas. Et on se demande, mais comment il arrive à mettre ses chutes à 3 points? C'est pas possible. C'est un joueur un peu comme les Ray Allen ou comme les Reggie Miller qui était capable de parfaitement prendre les écrans, se démarquer dans le dos des défenses pour ensuite pouvoir être libéré dans le corner ou à 45 degrés. Et là, ça rentrait à chaque fois. J'avoue que j'ai eu un peu peur quand tu as commencé Ray Allen, Reggie Miller. Je me disais, où veux-tu aller? Heureusement que c'est juste sur les écrans. Reggie Miller avait une drôle de mouvement de bras. C'est comme Peja Stojakovic. On a trois bons exemples. Mais pour être sérieux, il a fait plusieurs très grosses saisons à 20-25 points par match avec Sacramento. Avec une pointe à 50 quand même. Hein. Oui, et malheureusement, il était dans une équipe pas super forte parce que Sacramento était plus fort avant et peut-être un peu plus fort après, mais pas tellement. Non. Mais bon, il a fait quelques grosses saisons. Après, il a enchaîné des clubs où il avait un petit rôle, donc il est tombé un peu dans l'anonymat, justement. 24,6 points sa meilleure saison, c'était avec les Kings en 2008-2009. Un mot sur une blessure. À présent, Mike Conley devrait être absent pendant 4 à 6 semaines. C'est la très grosse mauvaise nouvelle pour les Grizzlies, puisqu'il faisait un très bon début de saison après son gros contrat. Mike Conley, blessure au dos, des fractures. Messieurs, comment se débrouillent les Grizzlies dans une lutte qui est quand même assez acharnée en milieu de tableau pour la conférence Ouest? Il faut faire revenir Lionel Chalmers, qui est son contrat. Ils sont sur Norris Cole. Mario Chalmers. Et Norris Cole est un autre candidat. Mais bon, c'est terrible parce que pour moi, Memphis, c'était la plus grosse surprise de la conférence Ouest après 18 matchs. Personne n'aurait pu imaginer qu'ils allaient être 4e ou 5e, 10 victoires, 6 défaites à un moment. Et bon, maintenant, c'est un coup d'arrêt parce que Conley faisait la meilleure saison de sa carrière. Et son tandem avec Marc Gasol était en pleine bourre. Donc, c'est vraiment la malchance. C'est un peu comme les Clippers en playoff contre Portland la saison dernière. Bah c'est ça, en fait, c'est une équipe de Memphis dont on attend toujours monts et merveilles. Chaque fois qu'on voit le roster, on se dit, bah tiens, ça peut... Non, mais on peut dire... J'avoue qu'en début de saison, j'attendais pas monts et merveilles. Monts et merveilles, j'entends par là, c'est toujours une équipe qui sera difficile à jouer. C'est-à-dire qu'elle sera toujours en playoff, elle sera toujours difficile à jouer. Qui défend, qui défend bien. Voilà. Monts et merveilles, c'est un peu dans cette idée-là que je le disais. C'est-à-dire une équipe qui n'est jamais entre la 10e et la 15e place de la conférence Ouest. Pourtant, ils ont changé de coach. Ils ont plutôt réussi à faire ça depuis plusieurs années. Et patatras, ils ont quand même changé de coach. Je trouvais ça assez injuste. Mais tant qu'ils auront leurs stars qui se blesseront, que ce soit Marc Gasol, que ce soit Zach Randolph, que ce soit Mike Conley, là pour le coup ça tombe encore une fois sur Mike Conley, il y aura toujours ce souci. Ils ont un gros test cette nuit. Demain, on le verra sur Beansport. Ils affrontent Toronto cette nuit. Justement, sans Mike Conley, ça va être intéressant de voir avec les jeunes joueurs. Ils vont rentrer dans le rang. Alors, sachant que Norris Cole et Mario Chalmers, c'est surtout parce que David Fisdale les connaît bien pour les avoir coachés à Miami. C'est pour ça qu'il serait de nouveau sur ces deux pistes-là pour remplacer. Je croyais qu'il recrutait que des anciens meneurs du 8. C'est un peu l'idée. On termine avec un petit mot d'Evan Fournier. C'est la déclat de la semaine. Evan Fournier, pas forcément heureux après le match du Magic, un des derniers matchs du Magic. Pas le dernier, puisqu'ils ont battu les Spurs. C'est tellement frustrant que ça en devient comique. Je trouve que nous avons bien débuté le match offensivement. Excellence
spacing, très bonne circulation, mais la défense était absente. Je ne veux pas chercher des excuses dans le changement de line-up, la nouvelle rotation et ce genre de choses. Nous devons quand même défendre. Il y a eu des petites incompréhensions cette semaine à Orlando. Alors ça s'est remis un peu dans l'ordre avec la victoire contre les Spurs, ce qui fait du bien. Mais Nikola Vucevic a été sorti du 5. On a tenté des choses du côté du coaching avec Frank Vogel. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'essaie de faire Frank Vogel? Il essaie de trouver la bonne alchimie. Pour l'instant, il ne la trouve pas avec cette équipe d'Orlando. Il y a eu ces deux grosses recrues à l'intérieur avec Biyombo et Ibaka. Il fallait trouver une place pour les trois. De toute façon, il y en a toujours un qui... Voilà, c'est pour ça, il fallait trouver une place pour ces trois-là. Il y en a un qui va se retrouver sur le banc inévitablement. Là, pour l'instant, c'est Nikola Vucevic. Rien ne dit que dans 15 jours, ce ne sera pas Bismack Biyombo parce qu'il est quand même loin de faire ses stats en play-off, Bismack Biyombo, par rapport à ce qu'il avait fait en play-off l'année dernière. Fait des doubles-doubles. Vucevic est plutôt solide, comme d'habitude d'ailleurs, avec Nikola Vucevic. Ce n'est pas le pivot le plus impressionnant, mais il fait toujours des statistiques. Serge Ibaka, on le sent encore une fois beaucoup plus concentré à tirer à 3 points plutôt qu'à aller au charbon prendre des rebonds. Donc, c'est pas sûr que la situation va rester telle qu'elle est aujourd'hui avec un Vucevic sur le banc. Frank Vogel teste des choses, même sur les postes d'arrière ou de meneur. Pour l'instant, ça n'a pas encore l'air de fonctionner, même s'il y a eu cette victoire face à San Antonio. Georges, ton 5 idéal pour le Magic, c'est quoi aujourd'hui? Vu le résultat, il n'y a pas de 5 idéal. On a des shooters comme Fournier, mais un meneur qui n'a aucun shoot. Qui ne fait que pénétrer, Elfrid Payton, et qui ne voit même pas le jeu parce qu'il a les cheveux dans les yeux. Vucevic fait des très bonnes stats et il est sous-estimé, mais quand on perd, il faut partager le blâme un peu partout. Et moi, j'ai entendu dans l'entourage du Magic à Orlando que le general manager est en danger et qu'il est sévèrement critiqué pour ce recrutement que moi, comme beaucoup de spécialistes, trouvais plutôt pas mal. Pas mal. Et attention, parce que peut-être il va y avoir un moment où ils vont commencer à cliquer, comme on dit aux États-Unis. Après, le problème, c'est que quand vous avez des ailiers, on pense à Aaron Gordon, à Jeff Green, qui ne sont pas forcément très adroits, et qu'en dessous, vous n'avez personne pour aller prendre du rebond, à part Nikola Vucevic, mais s'il commence sur le banc, du coup, il n'y a plus personne pour prendre les rebonds. C'est compliqué pour Orlando. On rappelle quand même qu'Orlando, c'est la pire adresse de toute la NBA. Oui, ça manque de shooter. Voilà, donc c'est plutôt peut-être là-dessus où on attend aujourd'hui. Ça a toujours été le problème, d'ailleurs. Bon, ils ont Hezonja, qui est une sorte de fou furieux. Sur le banc beaucoup, quand même. Non, mais je veux dire, au début, quand il a été drafté, on pensait que c'était un shooter qui allait aider dans ce domaine, et on se rend compte que c'est toujours la grosse faiblesse de Orlando. En un mot, optimiste, pessimiste. Un mot. Ça dépend. Je pense qu'ils vont faire mieux. Ils vont faire mieux qu'en ce moment, mais ils vont rater de peu les playoffs. On va enchaîner avec un petit sujet. Il y a quelques jours, l'Actu Basket, c'était aussi à Paris avec l'arrivée de la première boutique Jordan Brand en Europe. Le Hoopcast était sur le terrain et c'était l'occasion de rencontrer un prestigieux retraité. Regardez. Ambassadeur de luxe pour l'ouverture de la première boutique Jordan Brand en Europe. Le 22 novembre, Ray Allen était à Paris. Avant d'aller offrir quelques mots à ceux qui étaient présents pour la soirée de lancement, il est passé par la Hoops Factory. Au programme, quelques conseils pour les médias invités à une séance de shoot, puis quelques interviews. L'occasion de parler chaussures, retraite et cinéma, mais avant un petit plaisir pour les amateurs de shoot. Favorite shoe was the 4. You know, I just see it, and it just always brings me back to that moment and that place where I was a little kid. And I think all of us would love, whether it's music, whether it's food, to go back to when we were kids, because that's when, you know, we were most innocent. And it seemed like that's when we were almost, it's a shame to say, the happiest, because we had no worries. So that's kind of the emotions that 4 sparks for me. They did different things for me throughout my career. As I got older, certain shoes I couldn't wear because I had ankle surgeries, and certain shoes were tighter on my feet, and I needed you know, more space. Like the 2 was wider, but it was flatter, so it helped me and it hurt me at the same time. 5 was the same. I played in it a lot earlier than I appreciated, but then as I got older, it got flatter, and I needed, you know, I had to really get these orthotics in my shoes. So the 11 had great grip. So for the maneuverability,
and coming off screens, it was probably the best shoe that I had. The 13 was it was very soft and it had a great feel on the floor. Kevin Garnett was one of those guys, like, he was religious about his routine, so you always respected that. You knew he was going to be consistent. That to me, you sometimes you just can't see it, you know. Because if a player talks about it, then you question it. Because I don't talk about what I do, you just go do it because that's part of your job. That, you know, going in and putting the work in, because I think there's a part of it that you feel like you just got better. You know, whether you had a game or not, you know, just getting that sweat. You know, sometimes the build-up going into it is extremely tough because you may feel soreness or maybe a rainy day you want to stay in. But there's this feeling that overcomes you when you finish, when you sweat and you can just sit there and you stretch a little bit and you're like, man, I feel so much better than I did. I will. You know, we put it together. Spike was actually supposed to be here with us. So we hope to start getting something going soon. Après cette interview, c'est donc du côté de la Bastille que la journée a pris fin. Pour les amateurs du Jumpman, la rue du Faubourg Saint-Antoine va désormais être une adresse incontournable. Voilà pour le petit détour avec Ray Allen. Évidemment, messieurs, Igot Game 2, ça vous branche? J'imagine qu'il va être le père d'une jeune star qui monte. Moi, je suis plus Space Jam, moi, vous savez. Vrai hein, ouais, bah, oui. C'est vrai que du coup, il va falloir lui trouver un rôle, il va devenir le papa. Ou On passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine. Vous avez le droit de mettre Space Jam 2, du coup, ça se trouve. Georges, ton top Mon top, c'est Antetokounmpo qui domine dans son duel avec LeBron James hier soir. Il met 34 points et c'est une machine à highlights avec ses coast-to-coast et ses dunks inimaginables. On parlait de Space Jam, il a un côté un peu... oui, c'est vrai. Un peu action finale de Jordan avec le bras qui s'étire comme ça. Exactement ça. Un peu ça. Sauf que lui, il est vrai. C'est ça qui est le plus impressionnant. Fred, ton top? Rudy Gobert, un peu à l'image d'Utah, qui cartonne bien en ce moment, qui fait des bonnes stats. Il reste sur 4 victoires de suite, je crois, le Jazz. Donc intéressant, et voir un Rudy Gobert qui monte en puissance. Et puis la millième en NBA de Boris Diaw, vu qu'ils sont coéquipiers, c'est également l'occasion de le placer. Voilà, le duo français qui fonctionne bien du côté du Jazz. J'ai fait mon blog sur Rudy Gobert, donc ça tombe très très bien. Voilà. Mon top, c'est un petit insolite, c'est Chris Humphries qui a tout détruit à l'entraînement, cette bête féroce de Chris Humphries. Normalement, on a la photo. Voilà les résultats quand Chris Humphries passe, les plexis trépassent. C'était à l'entraînement en Californie. Alors, ils allaient jouer les Lakers et je crois que c'était dans une high school. Et les Hawks, évidemment, ont promis de tout rembourser et de tout réparer, puisqu'ils n'étaient pas censés. Je crois qu'on l'appelle Baby Shaq maintenant, Chris Humphries. C'était pas le premier qui me venait à l'esprit, tu vois, quand on pensait à ça. Le flop de Georges. Les Hornets de Charlotte, ils ont perdu 8 sur 10. Mais bon, c'est comme beaucoup d'équipes, tout dépend du calendrier et il ne faut pas commencer à faire le moindre bilan avant 20 matchs. C'est comme le primaire de la droite et du centre. À partir du moment que vous avez environ 20% des résultats, vous avez pratiquement la tendance pour la saison. Général. Le flop de... Pour moi, c'est le gars qui pensait être sur le banc, alors qu'en fait, il était sur le terrain, qui préfère aller checker avec les autres mecs du banc. Bah oui, c'est l'image dont tout le monde parle. Cette action de J.R. Smith face à Milwaukee, qui va aller dire bonjour à Jason Terry sur le côté. Bah, il oublie qu'il a un joueur sur qui il doit défendre, en l'occurrence Tony Snell, et du coup, son joueur va marquer tranquillement sous le cercle. Bon, ça prouve parfois que même quand on est champion, on peut avoir un petit moment où, bon, après, c'est J.R. Smith, donc il y a pas mal de moments où ça déconnecte. Voilà. Sans être champion, il en avait. C'est ça. Mais voilà, bon, ça n'aura pas trop porté préjudice, même s'ils ont perdu ce match contre les Bucks. Et son explication, c'est qu'il a dit je ne savais pas que je faisais partie des joueurs qui étaient sur le terrain. C'est magique. Et puis, quand vous le voyez face aux journalistes avec sa capuche, on a l'impression de voir Sub-Zero dans Mortal Kombat. C'est exceptionnel. Il va subir une amende parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Donc, c'est une cata. Mais il est folklorique et sympathique. Il apporte la couleur également à la NBA. Oui, c'est le Rodman. C'est un peu le Dennis Rodman d'aujourd'hui. Il faut des joueurs comme ça. Le flop, pour moi, ce sera Bradley Beal. On a l'image
de Evan Fournier, qui a été un peu sa victime du soir. Étranglé par Bradley Beal, on voit les marques rouges sur le cou d'Evan Fournier qui sont quand même assez impressionnantes. Et pour ça, c'est seulement $15 000 d'amende. Il n'a pas été suspendu. C'est quand même assez incroyable. C'est limite scandaleux. Je pense que quelqu'un qui essaie d'étrangler un adversaire ou un coéquipier ou son propre coach... La salle Sprewell, vous voulez dire Sprewell et Carlissimo, Sprewell, ça mérite au moins un match de suspension. Sprewell, il avait pris très longtemps. Donc Ah non, je crois. Une demi-saison. Voilà, ça je crois avait été que très long. Oui, c'était long. Donc C'était long. $15 000, sachant qu'il a $22,1 millions de salaire cette saison. Donc grosso modo, pour lui, c'est le parc-mètre. Hein. C'est ça, voilà. Mais voilà, ça peut pas être beaucoup plus. Et surtout aussi la petite phrase après le match, on l'a interrogé sur sa défense sur Evan Fournier, où il a expliqué « Je ne voulais pas qu'il respire ». Ce qui est aussi très élégant. Quand on sait ce qui s'est passé. Voilà, pour Bradley Beal, le héros de mon flop de la semaine. On passe au débat. We talking about practice, man. What are we talking about? Practice. Va-t-on vers une overdose de tirs à 3 points en NBA? La question se pose après les performances folles de ces dernières semaines, car si vous pensiez que les Warriors étaient les seuls artilleurs, vous avez tort. 50 tirs tentés de loin par les Rockets dans une victoire contre les Kings, record NBA, 14 sur 37, c'était dans le match contre les Kings. Alors attendez, je vous dis une bêtise, 21 sur 50 contre les Kings. Avec 50 tirs tentés, oui. Seulement 35 tirs à 2 points pour cette équipe. Voilà, on voit ce tableau, 50 tirs tentés à 3 points, 58% d'adresse. Est-ce que ça vous parle, ce jeu, messieurs, ou est-ce que ça devient complètement fou? Quand on voit par exemple Cleveland, parce qu'on est quitte à être dans les records, autant tous les sortir. Hein. Cleveland qui a quand même enchaîné 2 matchs de suite avec plus de 20 paniers à 3 points réussis. On a effectivement l'impression qu'aujourd'hui, et je pense que Golden State en est pour une grande partie responsable, entre guillemets on va dire, c'est qu'aujourd'hui le jeu est beaucoup plus tourné vers les extérieurs que vers les intérieurs. Déjà parce qu'il y a beaucoup moins de pivots dominants par rapport aux années 90, début d'année 2000. Et puis aujourd'hui, on a souvent dit aux équipes, vous vivez et mourrez avec les tirs extérieurs et souvent vous ne gagnez pas de titre. Et bien depuis 2015, les équipes et les coachs se disent, ah bah oui, avec des tirs à 3 points, on peut également être champion. Ça a été le cas des Warriors de Golden State. Et il y a eu peut-être cette bascule à ce moment-là. Il y a 2 raisons principales. C'est le succès de Mike D'Antoni et Steve Nash avec les Suns de Phoenix parce qu'ils ont réinventé un peu le jeu offensif à cette époque-là. Les 7 seconds or less, chercher à marquer en 7 secondes ou moins. Et la deuxième raison principale, c'est les stats avancés, les analytics, comme on dit aux États-Unis. Et ils ont fait tous les calculs possibles pour trouver qu'il valait mieux toujours prendre le tir à 3 points parce que vous avez 50% de plus de points si vous mettez dedans. Donc, il suffit d'être à 40% à 3 points, ça vaut 60% à 2 points. Et c'est très rare qu'une équipe tourne à 60% à 2 points. Donc, c'est presque plus facile d'être à 40% à 3. J'aime bien ce que nous explique Georges, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont planché comme ça, qui avaient leur stylo pendant des heures, et à la fin, ils ont levé la tête, ils ont dit « Formel, 3 points, ça vaut plus que 2. » Je pense qu'on devrait tirer à 3 points. Non, mais ça c'est non, mais je vois l'idée des pourcentages. Oui, c'est ça. Il faut incorporer l'idée des pourcentages dedans. Et de toute manière, c'est le general manager de Houston, Daryl Morey, qui était un peu le professeur de cette nouvelle école. Et après, vous avez Popovich qui a incorporé le shoot à 3 points beaucoup plus qu'avant, Steve Kerr. Donc, tout c'est décliné à partir déjà de ce que faisait D'Antoni. Après, D'Antoni, c'est encore différent. Après, D'Antoni, c'est encore différent. Comme tu le disais, Georges, c'est plutôt sur le jeu rapide. Sur lequel s'est illustré Mike D'Antoni. Beaucoup à 3 points. Et c'était l'équipe qui chutait le plus à 3 points de la NBA. Ah oui, c'est lui, il disait déjà, même avant les analytics, qu'il vaut mieux shooter à 3 points. Ce qu'il faut, c'est avoir un tir ouvert. Aujourd'hui, vous avez des équipes qui ne construisent leur jeu que presque sur les tirs à 3 points. Aujourd'hui, on a des équipes qui tentent plus de 30 tirs à 3 points. Alors, ça n'arrivait pas il y a 10 ans. C'est pas toutes les équipes. Non. C'est Golden State, Houston, un peu moins les Spurs. Il y a Cleveland et Brooklyn. C'est les trois équipes qui tentent le plus à 3 points. Ça dépend de votre effectif. On va voir un tableau des équipes qui tentent le plus de tirs à 3 points. Et c'est quand même assez hallucinant. Houston en tente 37 par match. Cleveland 35, Brooklyn 34, Golden State 31, Boston 30. Alors, Brooklyn, c'est parce que le nouveau coach, c'est l'école Popovich-Budenholzer. Après, encore une fois, Jean, je le disais, ça dépend de l'effectif que vous avez. Quand on voit les 37 3 points tentés par Houston, quand vous avez un joueur comme James Harden qui va prendre l'intervalle et qui ressort les ballons pour Ryan Anderson, pour Eric Gordon,
cite Et ces deux-là, Trevor Ariza. et Trevor Ariza. Qui en prend quelques-uns Il lui-même. y a, et qui en prend quelques-uns lui-même, bien sûr, au passage, parce qu'il n'y a pas à s'oublier quand même. C'est l'arme principale. Voilà, c'est l'arme principale. Vous avez des shooters, ça dépend du profil de l'équipe que vous avez. Et Houston est une équipe au profil de tir à 3 points. Est-ce qu'on peut gagner maintenant sans une grosse artillerie à 3 points? Le contre-exemple, c'est les Spurs, 22,2 tirs tentés par match cette saison. Ils sont 27e de la ligue au nombre de tirs tentés. Par contre, ils sont très hauts au niveau du pourcentage. C'est peut-être ça aussi le plus important. Oui, et ils ont shooté plus de tirs à 3 points à certaines saisons précédentes. Bon, maintenant, ils ont Pau Gasol et le Marcus Aldridge qui veulent avoir le ballon. Bon, même si Gasol ne marque pas beaucoup en ce moment, ils font partie intégrale de l'attaque posée. Donc, il y a moins la recherche absolument d'un shoot à 3 points dans le jeu des Spurs cette saison. Mais bon, je pense que c'est quand même bien d'avoir un jeu équilibré et pouvoir montrer plusieurs visages à son adversaire. Pouvoir jouer petit, mais aussi jouer grand, défense, attaque, vite, c'est pas ce vite. qu'apporte par exemple à Kevin Durant à Golden State. Quand vous avez deux joueurs un peu unidimensionnels comme Klay Thompson et Stephen Curry pour marquer à 3 points, avec un Kevin Durant, vous avez un autre shooter à 3 points parce qu'il est également capable de marquer à 3 points, mais un joueur également qui peut apporter sa taille, qui peut également aller poster, aller près du cercle. Aujourd'hui, on voit sur les 10 équipes qui ont tenté le plus de paniers à 3 points, plus de la moitié ont des bilans positifs sur ce début de saison. Ça veut dire que, oui, c'est une arme qui peut fonctionner, qui peut vous permettre d'aller loin. Ces joueurs-là peuvent aussi driver. Oui. Thompson drive bien, bien sûr. Durant et Curry. Par contre, la chose qui n'existe pratiquement plus, c'est quoi? Le jeu au poste. Et Le mi-distance. jeu de haut panier. Le Le tir à 2 points à mi-distance mi-distance, qui est exécré par ceux qui aiment les analytics. Et puis le fameux jeu d'eau panier classique, Shaquille O'Neal, Olajuwon. On va voir quelques petites stats historiques parce que c'est quand même une tendance lourde, cette évolution vers le tir à 3 points. On va voir les équipes qui tentaient le plus de tirs à 3 points par saison. En 2000-2001, c'était les Celtics, 19,9 tirs. Sachez qu'il y a aujourd'hui 29 équipes qui tentent plus de tirs que ça en NBA. Donc c'est vraiment une tendance énorme. Les Suns, dont on a beaucoup parlé, c'était quasiment 25 tirs par match à 3 points en 2004-2005. Ça a grimpé petit à petit et on retrouve souvent les Knicks et les Rockets, étonnamment. Et aujourd'hui, donc les Rockets sont à 37. On voit que ça a quasiment doublé en 16 ans. L'équipe qui tente le plus de tirs à 3 points, c'est quand même une stat qui est Et même en moyenne sur l'ensemble des équipes NBA, si vous prenez il y a 10 ans, on était à peu près sur l'ensemble des équipes à 17 tirs en moyenne à 3 points pris par match. Aujourd'hui, on est à plus de 26. Donc il y a presque 10 tirs à 3 points en plus de prix sur l'ensemble des équipes NBA. Et Golden State est à 38%. 38% à 3 points pour l'ensemble de l'équipe. Donc, évidemment, il vaut mieux jeter à 3 points. Et alors, pour le petit quiz, je ne l'ai pas mis celle-là, je crois, dans le quiz. Georges, 79-80, l'arrivée de la ligne à 3 points, on est d'accord? Combien il tentait de tirs à 3 points à l'époque? Par match? Par match. L'équipe qui tirait le plus à 3 points. Je dirais 6 ou 7. Alors ça tournait autour de ça, je ne me rappelle plus de la première année, mais je sais que la deuxième année, c'est la plus basse de l'histoire. La deuxième année de la ligne à 3 points, c'était les Spurs qui tentaient le plus, et ils tentaient 3,8 tirs à 3 points par match. Donc ça doit être même pas ce que fait Curry, je pense, actuellement. Oui, après ils ont même rapproché la ligne pendant une saison en essayant de faire en sorte que les équipes utilisent plus souvent le tir à 3 points. Mais en fait, cette évolution est venue lentement et progressivement. Et pour indication, à l'époque des Bulls de Jordan, par exemple, parce qu'on en parle souvent, c'était autour de 17-18, je crois, les équipes qui tiraient pas mal. Même si les Rockets avaient fait une pointe au-dessus de 20 pendant la période où ils gagnent des titres. Messieurs, alors on se doute que ça ne va pas s'arrêter de sitôt, ça paraît être une tendance lourde, non? Oui. Oui, de toute façon, encore une fois, quand vous avez des joueurs qui petit à petit, on leur demande aujourd'hui de plus en plus d'avoir un tir fiable tout de suite parce que vous avez des joueurs, je pense par exemple à Andrew Wiggins, qui sont tellement forts à la fac qu'ils n'ont pas besoin de travailler leur tir extérieur, mais on leur demande en NBA d'avoir un tir extérieur. Aujourd'hui, c'est tellement obligatoire dans la panoplie du joueur moderne qu'il n'y a pas de raison pour que ça baisse de Et sitôt. même les pivots comme Joel Embiid arrivent en Bien NBA sûr. avec un tir fiable à 3 points. Et ça va être la tendance. Tous les 5 postes doivent pouvoir shooter à 3 points. Une petite question de préférence. Est-ce que ça vous plaît de voir les équipes dégainer autant de loin? Est-ce qu'en termes de qualité de jeu, visuellement, ça vous plaît? Tant que ça reste fluide. Je veux dire, par exemple, une équipe comme San Antonio, qui effectivement a quand même une culture du tir à 3 points aussi, c'est une équipe qui ne va pas forcer son tir à 3 points. C'est une équipe qui va laisser le tir à 3 points venir dans le jeu, dans la circulation du ballon. Tant que c'est fluide, c'est aussi agréable que d'avoir un beau dunk. Tant que, pour moi, je suis d'accord,
tant que c'est un bon tir ouvert. C'est ça. Parce qu'en fait, D'Antoni, l'autre innovation pour lui, c'était de remonter vite le terrain et chercher le tir à 3 points, mais complètement démarqué Le run and gun. avant que la défense Ouais. arrive. Pas faire n'importe quoi et shooter en déséquilibre des tirs folkloriques. Et pour moi, c'est la qualité du tir et la qualité du bon choix qui fait le succès dans le basket. Après, je pense aussi ce qui fait également que depuis plusieurs années, le nombre de tirs à 3 points augmente, c'est, je pense, aussi l'apport des joueurs non américains, et je pense surtout aux joueurs européens qui arrivent, comme des Dirk Nowitzki, par exemple, des joueurs qui ont un peu révolutionné leur poste, Stojakovic. voilà, en apportant Petrovic. un poste qui n'était pas forcément prévu pour ça au début, eh bien, d'avoir Venait cette du shoot, possibilité de tirer à 3 points. Juste, je vous posais la question parce qu'en termes de qualité, sachez que 57% des paniers marqués par les Warriors viennent d'une passe décisive, alors que justement, il y a 10 ans, par exemple, c'était autour de 49%. Quelques rares équipes atteignaient les 50%. Les Rockets, 55% des paniers arrivent derrière une passe décisive. Donc, c'est vrai que dans la qualité du jeu, finalement, on a l'impression qu'ils sont plus souvent amenés par des passes, donc une meilleure circulation de balles. Donc, en théorie, ça doit être plutôt pas mal. à regarder. Comme on le disait pour grande Houston. innovation. Comme on le disait pour Houston. Houston, James Harden qui pénètre, qui prend l'intervalle, hop, il ressort. Il n'y a pas besoin de dribbler. Il ressort, en général, le shooter est ouvert. En fait, Golden State, meilleure attaque, 118 points en moyenne par match, mais c'est l'équipe qui fait le moins de dribbles, le C'est ça. moins de 1 contre 1 et le plus de paniers après une passe décisive. Parce que c'est quoi? C'est passe, démarquage, jouer large, libérer le milieu. Et moi, je trouve ce jeu très beau. Après, Pas du tout stéréotypé. Quand vous avez deux joueurs comme Stephen Curry et Kevin Facilite Durant les qui sont à choses. plus de 50% dans leur tir, que ce soit à 2 points, à Facilite 3 les points. On va ajouter Durant aussi. Voilà, c'est ça, Durant et Allez, la Steph Curry. NBA abuse-t-elle des tirs à 3 points? On va regarder la réponse de nos auditeurs sur le sondage que nous avons fait sur Twitter. Alors, je me souviens même plus pour vous dire 62 à 38. Et ben voilà. Et Ce sont les nostalgiques du brawl ball des années 90. parce que pour vous, on est d'accord que c'est non, alors, de ce que je comprends. Il n'y a pas d'abus. Bah, c'est l'évolution l'évolution, normale. C'est pas un abus, c'est une évolution normale du jeu. Eh ben, Oui. Peut-être que dans 10 ans, on retrouvera une grande lignée de pivots et qu'à ce moment-là, le jeu reviendra à ces l'intérieur. pivots-là, ils vont shooter à 3 points. Ouais, Vous allez voilà. voir. Mais c'est ça, voilà, c'est ça. On va avoir Les 5 pivots intérieurs. qui sont à l'intérieur. Fanmaker, Embiid, Antetokounmpo. On va avoir Gazole, 5 mecs en fer à cheval et juste un C'est pour ça. prendre les rebonds qui sautera au milieu. Éventuellement, de temps en temps, mais, éventuellement. éventuellement. Allez. Voilà pour le sondage. On passe au zapping de la semaine. Un petit zapping, messieurs. Stephen Curry est faillible. Il en a ri lui-même. Hein. Il a mis une photo sur Instagram où il a mis quand vous avez trop mangé à Thanksgiving avec la photo. Paul Pierce aussi, il en a raté un il n'y a pas C'est longtemps, bon, lui, contre il a Brooklyn. l'excuse Ouais, de les jambes. plus avoir les jambes pour atterrir, donc il est peut-être plus prudent. On va passer au Power Ranking. Un mois que la NBA a repris ses droits, il est donc temps de dresser un premier bilan, messieurs. C'est l'heure du Power Ranking, le top 5 et le flop 5. On va pas faire le milieu, on va pas vous faire 30 équipes, ça va être un petit peu long sinon. Donc on fait le top 5, le flop 5 et on va commencer par celui de Georges, si je ne dis pas de bêtises. On va voir le tableau apparaître avec les 5 équipes en haut du classement de Georges. C'est les Warriors en premier, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. C'est pas très original. Cleveland deuxième, Spurs troisième. Après, entre Clippers, Raptors et pourquoi pas les Bulls de Chicago, c'est kiff-kiff. Donc les Warriors déjà devant les Cavaliers. Oui, alors là, par contre, vu leur niveau, ils sont sur quoi? 12 victoires de C'est ça, suite. ouais. Honnêtement, maintenant, ils sont en place. Fred, on va regarder ton top 5 aussi parce que je crois que tu es assez d'accord en tout cas sur le numéro 1. Oui, sur le déjà. numéro 1, c'est difficile de faire un autre choix que Golden State. C'est vrai qu'aujourd'hui que la machine est bien huilée, on voit mal qui pourrait aller déstabiliser Et les tout le monde joue Warriors. bien en plus. C'est Même ça. Ian Clark et Yazoo Patrick. Même Javel McGee. Oui, Voilà, j'ai dit qu'il pouvait apporter quelque chose et Bien c'est ce qu'il sûr. fait Et en bien, ce c'est moment. exactement ce qu'il fait derrière Pachulia dans la raquette. C'est vrai qu'après, San Antonio, Cleveland, il y a bataille, il y a lutte. J'ai mis San Antonio devant parce que Cleveland, c'est une équipe qui se connaissait déjà, qui jouait déjà ensemble, donc c'est plutôt dans la continuité de la saison dernière. San Antonio, ils ont bien réussi à intégrer Pau Gasol. Et derrière, les Clippers, qui ont fait un énorme début de saison, même si là, c'est un peu compliqué sur la fin Oui, du 3 mois de défaites de novembre. suite Et notamment une double prolongation, là récemment, en défaite. contre Contre Brooklyn. Brooklyn et Chicago, parce que pour moi, c'est un petit peu la bonne surprise de la conférence Est, on va dire, cette équipe des Bulls, qu'on n'attendait peut-être pas aussi haut et qui, pour l'instant, est bien en train de gérer avec Rondo, Butler et C'est Wade. plus fort que Toronto, Chicago? Alors, pour l'instant, en disant que la marge de progression, j'ai envie de dire, peut-être plus grande à Chicago qu'à Toronto.
Donc c'est plutôt sur un pari sur l'avenir, on va dire. Ouais, pour les je Bulls. trouve ça plus complet à Toronto, que ce soit sur tous les secteurs. Il y a Ah, bah, Kyle Lowry, il y a là, pour DeRozan le qui coup, sont forts, vous regardez réguliers. l'équipe de Chicago, elle est bien structurée. Encore une fois, ce 5 gros de cinq, départ. un Ce bon 5 de banc. départ. Le banc également apporte ce qu'il n'y a pas dans le 5, par exemple, les shooters extérieurs. Les joueurs à l'intérieur font le boulot. On ne demande pas de marquer 40 points par match. Ils prennent leur rebond, ils ressortent pour les scoreurs. Jimmy Butler en chef de file. Dwayne Wade qui a bien compris que ce sera un lieutenant et qui fait son rôle, c'est-à-dire être un leader vocal et un leader par sa présence. Et Rajon Rondo qui, pour l'instant, ne fait pas de vagues dans Et le il fait vestiaire. des Et bonnes il fait, stats, et il c'est fait vrai. des bonnes stats. Donc, pour moi, Chicago, c'est une équipe, Je suis d'accord, je suis un converti par rapport aux Bulls. Alors, je vais justement me mettre en opposition moi, sur le classement parce que je suis le seul à avoir Cleveland en haut. Je pense que les Cavaliers sont toujours champions. Ils n'ont toujours pas joué les Warriors. Ils n'ont toujours pas perdu contre les Warriors. On l'a dit, ils sont plus On forts que verra l'an le jour de dernier. Noël. Ouais, c'est mais ça. Ils Ça ont va pas, arriver vite. Ils ont pas encore. Qu'est-ce que c'est que cette photo, Paul, que tu as mis sur ce tableau hein, je fais l'arrêt. Donc, ils n'ont pas encore perdu contre les Warriors et surtout, ils ont la plus grosse continuité. Ils ont une équipe qui est plus forte. Donc, pour l'instant, pour moi, ça reste la devant. continuité fait que, entre guillemets, on sait où peut aller cette équipe de Cleveland. Ouais, alors mais que ils sont Golden champions. State, San Antonio, on se dit, ils ont rajouté des éléments forts dans leur équipe. Donc, jusqu'où est-ce qu'ils peuvent encore progresser? Pour moi, bien sûr que Golden State est l'équipe qui est la plus impressionnante, qui joue le mieux en ce moment et qui a enchaîné 12 victoires, mais je laisse le bénéfice du doute à Cleveland dans mon classement tant qu'ils n'ont pas été battus par Golden State. Et Golden State est à plus 13 de différentiel. Ils ont, Oui, ouais, ils ont oui, un différentiel assez incroyable. Les Spurs, donc derrière, à 10 victoires de suite. Ils sont quand même à 10-0 à l'extérieur pour commencer la saison. Seulement 4 autres équipes l'ont déjà fait. Et sur les 4 autres, il n'y a que les Warriors de l'an dernier qui n'ont pas été Je champions. crois qu'ils ont déjà 4 défaites à la maison. Oui, par contre, ils San perdent à la Antonio. maison, ce qui est Ouais. assez étonnant. Oui, c'est le monde à l'envers. Par rapport à en la ce saison moment. dernière, c'est. C'est bizarre. Et puis donc les Clippers, on l'a dit, mais c'est vrai qu'il y a 3 défaites, mais il y a Blake Griffin qui était au repos sur la dernière. Bon voilà, je suis un peu embêté parce qu'ils ont perdu la nuit dernière. Voilà. Mais c'est bien ce que DeAndre Jordan a dit. On s'y est cru déjà arrivé. C'est vrai, voilà. Doc Et Rivers était la très saison est énervé. encore longue. Ouais. Doc Rivers très énervé qu'ils aient pris à la légère les Nets. Et aussi et par pendant le rapport à match. Ken Ouais, ouais. Mauer, l'arbitre, qui fait Bien sûr. souvent un peu n'importe quoi. Et puis les Raptors, moi j'ai mis plutôt les Raptors que les Bulls, parce que c'est vrai que j'ai tendance à les trouver plus complets dans la continuité aussi, et je pense qu'ils seront plus forts sur la durée. On va passer au flop, donc les équipes du bas de tableau, les 5 plus mauvaises équipes selon l'équipe du Hoopcast aujourd'hui. Georges, ton flop 5, on va le voir apparaître à l'écran. Je crois que tu as fait exprès de m'énerver. Oui, c'est ça, en Voilà. mettant Minnesota 4e. Donc, je pense que la plus mauvaise équipe, ça va être Dallas. Deuxième plus mauvaise, les Nets. Parce que j'ai commenté récemment pour Canal Plus Afrique un match des Nets et c'était une catastrophe. Les Suns, il y a quelques shooters, mais c'est des équipes déséquilibrées. Ils ont soit des bons extérieurs, soit des bons intérieurs, mais jamais les deux dans la même équipe. Bon, Philadelphie, j'avais pas très envie de les mettre parce que je pense que ça va être une équipe sympa, qui va progresser, qui va faire entièrement du d'accord. show. Mais bon, ils vont pas finir non plus avec 40 victoires. Et Bon. donc Minnesota, au milieu de tout ça, méchamment, quoi. Gratuitement. Alors, pour tout vous dire, je les ai mis aussi, ces Wolves, parce que chaque fois qu'on les commente sur Beansport, Ils on se sont dit, jeunes. on se dit, on a envie de les voir entre, peut-être pas non plus dans le top 3, mais entre la 9e et la 7e place de l'Ouest. Mais à chaque fois, on sent qu'ils sont trop tendres, voilà, ils sont trop jeunes. Levin, pour l'instant, c'est un bon shooter, mais il n'apporte pas assez. Wiggins, il est capable de fulgurance, mais c'est pas assez régulier. Karl Anthony Towns aussi, il faut encore qu'il monte d'un cran. Voilà, on a envie de dire Minnesota en Je ne vous playoff. dirai qu'une chose, parce que vous voulez protéger Philadelphie. Trust the process. Ouais. Voilà, et ben, on va dire pareil avec Minnesota. Il faut croire dans le processus avec Tom Thibodeau qui va endurcir un peu tout ça. Et ils vont... voilà, c'est pour ça que moi je ne les ai pas mis dans mon flop 5. J'ai mis aussi Dallas. Alors je crois qu'on se retrouve tous du coup sur Dallas, Oui, pire équipe c'est de ça. la Ligue. Hein, du coup, Oui, ça. oui, oui. Ça sent le c'est tanking, triste. là. Ça sent le tanking rapide pour Alors je sais plus où est-ce que j'ai lu ça sur un site américain d'ailleurs qui disait Mark Cuban a dit qu'il ne voulait pas tanker, mais on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. C'est ça, c'est un peu l'idée. Donc, Oui, il a pas et trop des le choix. fois, le tanking, ça se fait tout seul. Voilà. On n'arrive pas à gagner. On s'est tellement habitué à ce que les équipes le fassent d'elles-mêmes que là on a. Et puis bon, comme voilà, vous on réalise avez pas. Dirk Nowitzki qui est censé faire un peu sa tournée d'adieu qui est à l'infirmerie, Ouais. voilà, C'est pas un non peu plus, compliqué. Donc mon 5, c'était donc les Mavericks tout au fond, les Nets aussi. Moi, le Magic, alors c'était aussi avant la victoire contre les Spurs, mais j'étais un peu inquiet par J'ai mis le Magic aussi. J'ai Ouais. mis le Magic Oui, aussi. oui, Parce bon, que pour moi, c'est une équipe qui n'arrive pas à gagner alors qu'elle a son effectif au complet. C'est ça. Et moi, j'étais un peu inquiet par justement le fait que Nikola Vucevic, par exemple, commence à dire des choses dans la presse, à exprimer un peu son mécontentement, alors que c'est pas forcément un joueur connu pour ça. Donc en interne, Fournier ça aussi. laisse, voilà, Ouais, ça ouais. laisse augurer de mauvaises choses Oui, oui, en bah, interne. c'est mal barré, mais
je pense qu'ils peuvent quand même progresser. Et puis les Suns, moi que j'avais mis aussi dans mon top 5, Booker et Bledsoe font des stats dans les faits, mais ils ne sont pas particulièrement efficaces. Booker qui est un super shooter, mais il est qu'à 33,7% de loin, par exemple. Donc c'est pas forcément fabuleux. Oui, mais c'est un très jeune joueur, c'est sa deuxième saison. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est... Le problème là-bas, c'est Brandon Knight, parce que j'ai aussi. commenté Phoenix dimanche dernier, et on voit qu'il a une mauvaise attitude. Son temps de jeu et ses stats ont baissé de 1 tiers, et il est trop cher par rapport à ses stats. Et ils ont trop d'extérieur scorers. Il faut absolument les changer pour un ailier, pour rééquilibrer l'ensemble. Après, ce que je veux dire, c'est que j'en veux pas à Booker. C'est normal, il est jeune. Oui, etc. après, c'est le jeu qui est comme ça. Voilà, Voilà. Mais aujourd'hui, c'est un peu leur seul espoir avec Bledsoe. Donc, c'est preuve qu'il faut lui laisser du temps aussi. Il y a un peu de Steph Curry dans Devin Booker. Oui, non, c'est un super dans joueur. sa façon de jouer et de shooter. Donc, moi, j'ai dit Mavericks, Nets, Magic, Suns et Sixers. Voilà, mais Sixers, c'est un peu comme vous. Faut les mettre là parce qu'ils ont des moi, je les ai pas très mis. petits Je résultats les ai pas mis. encore. Moi, j'avais non, mis tu New les as pas Orleans. mis. Moi, j'avais mis les Pelicans, moi. Ah, les Pelicans. Parce que là aussi. C'est dur parce que ça remonte. Oui, ça remonte, mais là, c'est pareil. L'effectif est censé tourner avec un Anthony Davis qui cartonne. C'est un peu comme Sacramento des Marcus Cousins. Hein. Vous pouvez les mettre dans le même panier, les deux équipes. Hein. C'est-à-dire que vous avez votre star qui fait des stats, qui donne tout ce qu'il a, etc. Et puis au final, c'est patatras à chaque fois. Quasiment. Voilà, donc. C'est très dur avec les Pelicans parce que ça remonte au classement ces dernières semaines. Ah, mais, alors, moi, dans mon top ranking, j'ai pas mis forcément ou flop ranking, j'ai pas mis forcément les pires. Mais j'ai mis ceux qui. Sur une tendance, en tout cas, vont pas briller cette saison, en tout cas pour les flops. Très bien, n'hésitez pas à nous donner vos top 5 et vos flops 5 sur Twitter et les réseaux sociaux. Nous, on passe au pronostic. Les pronos de la semaine, et on fera les scores de Georges un jour, je vous le promets. Oui, il faudrait qu'on note un peu ce qu'on dit chaque fois. Je vais noter un petit peu ce qu'on fait. Je le fais sur Unibet, mais ici, j'ai pas encore... Raptors-Lakers, ce sera vendredi à Toronto, Georges. Qui contre les Lakers? Raptors-Lakers. Raptors, Toronto. À Toronto? Ouais. Ah, bah, Raptors de 10. Raptors de 10, c'est bien, il nous donne C'est important, le score. mais c'est important les écarts parce que là, vous pouvez gonfler notamment la cote. C'est vrai. Alors, avec l'absence maintenant de Nick Young, ça va être Raptors obligatoirement. Peut-être pas de 10, mais et D'Angelo Williams qui sera probablement parmi non plus. Samedi, ce sera Hornets Timberwolves. Celui-là, je l'ai mis à Charlotte. À Charlotte. Et Charlotte a besoin d'une victoire. Ils sont sur 8 défaites en 10 matchs. Donc, je prends Charlotte sur Minnesota. Charlotte. Moi, j'aurais peut-être mis Minnesota. Moi, j'aurais mis une petite pièce sur... Moi, je mets Minnesota pour qu'il se venge. C'est pour ça que je les ai mis. C'est pour qu'il se venge de Georges. Moi, j'aurais mis une petite pièce sur un match comme ça, ça peut être une très grosse cote. Et pourquoi pas tenter une petite pari sur Minnesota si vous voulez prendre des risques. Hein. Et je corrige bien sûr ce que j'ai dit sur les Lakers, c'est D'Angelo Russell, pas Williams, qui sera absent. Merci à Paul Arrière pour la précision. Dimanche, un petit Pistons Magic, puisqu'on parlait d'Orlando. Qui sera à suivre sur Beansport d'ailleurs. À Détroit? À Détroit. Pistons. Ils sont 2 fois plus forts à la maison qu'à l'extérieur. Ça n'a rien à voir. C'est une équipe aux deux visages entre quand ils jouent dans leur future ex-salle maintenant du Palace. Qui est quand même une belle salle. Qui est quand même une très belle salle, ambiance. bien sûr. L'une des plus belles salles de la NBA au niveau Oui, mais ils avaient une belle occasion de soutirer de l'argent à la mairie, donc ils ne sont pas privés. C'est comme ça que ça marche. Mais en même temps, ça participe à essayer de faire revivre le downtown de Détroit. Oui, voilà, c'est ça. Déjà, à Chicago, ça fait beaucoup de bien au quartier autour du nouveau United Center. Donc tu nous as dit Détroit oui. Et Détroit pour tout le monde. Moi, je n'ai pas donné les pronos, je vais dire Raptors, Timberwolves et Pistons. Voilà, pour les pronos. On passe au quiz. Je regarde tout le monde un peu comme ça, avec un air mystérieux, parce qu'on passe au quiz de fin d'émission et j'ai préparé mes questions cette semaine. Alors prêt, là, messieurs, je me suis entraîné toute la semaine. Hein. C'est ça, j'ai vu Fred en loge, il m'a dit j'ai pris plein de notes cette semaine, je suis chaud. Donc, messieurs, on a parlé beaucoup de tirs à 3 points. Qui possède la meilleure moyenne? Il est exceptionnel. Je le savais en plus. Pour une fois qu'il y a un truc que je savais. Non, mais là... Alors, attention. En fait, il faut laisser le vieux répondre en premier. Et après, parce qu'il a eu une chance sur le stand d'avoir la bonne réponse. Et alors, quel est le pourcentage du coup? J'aurais dit 42,5, non, un truc comme ça. Non, c'est plus que 44. C'est 45-40. Ah, bon, Égalité. J'ai un point. Un point pour Georges. Je m'accorde un point. Allez, celui-là, normalement, ne doit pas être trop dur non plus. L'oncle de Kevin Love a créé un groupe musical Beach très Boys. célèbre. Les Beach Boys. Bon, j'ai Oui, et il s'appelait
Mike Love. Ouais. Donc j'ai un point parce que j'ai donné un peu plus d'infos. Très bien. Et il est fort quand même. c'est pas hein. mal. Et c'est pas fort. celui C'est qui pas est mal. devenu complètement dingo Ouais. C'est pas mal. avec le LSD. On va mettre une nouvelle règle, un point pour celui qui gratte des infos. C'est ça qui arrive à chaque gagner fois. un peu C'est plus. pas mal. On a vu Ray Allen dans cette émission. Il a été drafté en 1996, mais par qui? Milwaukee. Non, Non, Seattle. justement, non plus. Ah, il était drafté et échangé. Oui, Ouais. c'est ça. Mais il Ah a oui, débuté à ça Milwaukee. ça va être dur. Ah, celle-là, elle était retort. Je savais bien que j'en avais une quand même un peu. Donc il a été échangé vers les Bucks. Oui, voilà, oui. Alors, il y a deux choses. Il est Ils sont échangé pris et en Cassell, plus, Robinson. il y a un mec en plus qui est échangé avec lui. Alors, c'est 10 points pour celui qui me donne le gars qui est échangé avec lui. C'est pas Tractor Trailer? Non, Non, ça c'était Dirk Nowitzki. oui, c'est Dirk Nowitzki. C'est ça. C'est pas Chicago? Non, Alors qui a drafté Ouais, c'est conférence Est ou conférence Ouest? conférence Ouest. Conférence Ouest. Aucune idée. C'est Non, une parce que San Antonio, il l'aurait gardé quand même. Ils auraient été. Je savais bien que cette équipe allait finir par se venger de George. Oh, Minnesota? Minnesota? C'est Minnesota qui Oh l'a là drafté. Ah bah, et ils l'ont échangé, ils sont bêtes. Ah Et bah ils l'ont échangé avec Andrew Lang, qui est parti avec lui du côté de Milwaukee. Voilà. Où il avait formé Et- le trio avec Sam Cassell et Glenn Robinson. Exactement. Un trio de feu. Ils ont fait une finale de conf contre Allen Philadelphie. Iverson. Ouais, En c'est vrai 2001. qu'on l'oublie beaucoup, ils vont en 7 matchs en plus. Oui, hein. ouais, Ils ouais. sont pas très loin des finales contre les Lakers à cette époque-là. Voilà donc pour le quiz, et ben c'est comme ça que se termine l'épisode 143 du Hoopcast. Merci messieurs, merci de nous avoir suivis, de nous suivre toutes les semaines sur Dailymotion, Basket USA et iTunes. Merci beaucoup. Fred Schwecker, on te retrouve sur beIN Sport. Exactement. Le programme de la semaine. Alors pour les matchs à venir, notamment jeudi matin, Memphis-Toronto, on rappelle le choc, ce sera Clippers-Cavaliers dans la nuit de jeudi à vendredi. Les Cavaliers qu'on retrouvera face à Chicago dans la nuit de vendredi à samedi. Et puis on rappelle le match en différé à 9h30, le NBA Extra du lundi au dimanche à partir de 12h45 à retrouver en podcast sur beansport.com. C'est mis en ligne sur Dailymotion ou aussi NBA Extra. Enfin, il est relayé sur Twitter en tout cas. Voilà. Il a l'air d'être très relayé. Mais Et le Georges, Basketball Champions League, c'est mardi et mercredi sur Canal Plus Sport. c'est l'instant promo. Si vous avez Et- quelque chose, et- n'hésitez et pas. souvent, il y a aussi des matchs en direct sur Dailymotion. Quand ils sont différés sur Canal Plus Sport, même ceux qui ne sont pas abonnés à Canal Plus peuvent voir certains matchs sur Dailymotion en direct. Et je vous parle d'instant promo, ça me rappelle que Voilà. le numéro de Basket Le Mag est dans les kiosques, il est excellent. Il y a une interview de Geoffrey Lauvergne qui est excellente. Là-dedans, il y a aussi un sujet sur le physique des joueurs NBA. La NBA était réservée aux super athlètes, c'était le titre. Plein de bonnes choses à lire, n'hésitez pas à les soutenir et à acheter ce magazine. Merci beaucoup messieurs. @GeorgesD2 sur Twitter, Schwecker 1. Schwecker1, excuse-moi, je ne me rappelle jamais, Alain Mattei, Hoopcast. Merci beaucoup, messieurs. À la semaine prochaine pour un prochain Hoopcast et Bye bye!